Des étapes franchies pour la mise en route de la décentralisation. Ce processus va-t-il permettre le développement économique de la RDC? Jeudi Économie reçoit pour vous le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle. Il est aussi ministre intérimaire de l'économie nationale. Monsieur Eustache Mondi, bonjour. Bonjour Monsieur Eric, bonjour aux auditeurs de Top Congo et de Radio Enyanya FM à partir de Miti à Kabaré. Comment évolue la mise en œuvre de la décentralisation aujourd'hui? Monsieur Eric, la décentralisation, je voudrais commencer par là, je le dis la première fois quand vous m'avez reçu, la décentralisation est une réforme fondamentale de la Constitution du 18 février 2006. Elle est fondamentale en quoi? Parce que la décentralisation rapproche l'administration des administrés. Elle est fondamentale en quoi encore? Parce que la décentralisation permet aux entités territoriales décentralisées d'avoir une libre administration de ces entités-là. Cette décentralisation permet un transfert de compétences du pouvoir central vers ces entités décentralisées. Et cette décentralisation permet aux populations locales de se choisir leurs dirigeants et de les contrôler. Alors, vous me posez la question de savoir s'il y a une avancée. Oui, il y a une avancée parce que le cadre institutionnel existe, le cadre juridique existe, et même un cadre stratégique. Parlant du cadre juridique, plusieurs lois ont été édictées, notamment les lois portant sur le transfert de compétences du pouvoir central vers les ETD, même plusieurs lois sectorielles dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, du développement rural et beaucoup d'autres secteurs. Les lois, par exemple, portant libre administration de province, une loi en rapport avec le pouvoir de collaboration entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Tout ça sont des avancées. Sur le plan institutionnel, là, il existe un ministère de la décentralisation, un ministère spécifique depuis mars 2023. Et toujours sur le plan institutionnel, il a été mis en place un comité de mise en œuvre de la décentralisation qui comprend un comité interministériel de pilotage et aussi une cellule technique de suivi de la décentralisation, la CETAD. Là, c'est sur le plan institutionnel. Et même sur le plan stratégique, il existe un cadre de mise en œuvre du suivi de la décentralisation et même une stratégie nationale de transfert des compétences et des ressources. Donc voilà, je puis affirmer haut et fort qu'il y a une évolution. Évolution par rapport au texte ou évolution sur le plan pratique? Oui, on ne doit pas se voiler la face non plus. On ne va pas dire que tout se passe comme on l'aurait souhaité près de 18 ans après la promulgation de la Constitution de 2006. Je dis que le texte existe, le cadre institutionnel existe, le cadre stratégique existe, mais il y a quand même quelques pesanteurs. Quelles pesanteurs? Pesanteurs, je peux par exemple vous citer en ce qui concerne mon mandat comme ministre de la décentralisation. Je viens de faire une année. Et quand je prends le ministère au mois d'avril de l'année passée, nous étions en plein exercice budgétaire 2023. Le ministère n'a pas de budget. C'est une contrainte. J'ai dû me mettre à activer les partenaires techniques et financiers pour espérer qu'ils pouvaient nous accompagner. Le processus est en cours. Prenez la Caisse nationale de péréquation, qui n'est pas encore fonctionnelle. Tout ça sont des leviers qui devaient pouvoir aider. Mais aujourd'hui, on peut se féliciter quand même de voir qu'il y a des élections qui viennent de commencer à être organisées au plan local. Parce que les conseillers communaux, municipaux qui venaient d'être élus vont nous permettre d'élire les bourgmestres. Parce que la commune, c'est une entité territoriale décentralisée. Vont nous permettre d'élire le maire de ville. Là, c'est une entité territoriale décentralisée. Voilà des avancées notables qui vont permettre demain que la décentralisation soit effective. Est-ce que ce n'est pas également une question de volonté politique? Parce que prenons le cadre de la Caisse nationale de péréquation qui existe sur le papier depuis bien longtemps, mais dont la mise en œuvre piétine jusqu'à aujourd'hui, alors que les différents budgets, il y a une ligne qui est consacrée à cette Caisse nationale de péréquation. Oui, je voudrais penser effectivement, volonté politique, je ne pense pas, mais il faut davantage que nous, politiques, nous faisions un maximum d'efforts. D'abord en termes de respect de texte. Du moment que la Constitution est claire, du moment qu'il y a des lois qui organisent cette Caisse nationale de péréquation,
Et il est important qu'elle soit mise en œuvre. J'ai eu une avancée quand même, parce que nous avons eu des séances de travail avec les collègues du ministre des Finances. Il était convenu que, à défaut d'avoir les 10% des recettes à caractère national pour la caisse de péréquation pour l'exercice 2023, il avait été dit qu'il était possible d'intervenir sur des projets ponctuels, parce que comme vous le savez, au finish, la Caisse nationale de péréquation a mission de régler les inégalités qui existent au niveau de certaines contrées. Alors, il avait donc été convenu avec le ministre des Finances qu'il était possible de financer quelques projets par-ci, par-là, en attendant que ces 10% de recettes soient disponibles peut-être dans le budget à venir. On l'espère d'ici ce budget 2024-2025, progressivement, que ce soit disponible pour la Caisse nationale de péréquation. Financer des projets à impact visible, des projets réellement porteurs de croissance. Des projets porteurs de croissance, effectivement, parce que c'est cela. Bon, un projet aussi à impact visible n'est pas moins un projet porteur de croissance. Mais effectivement, l'idéal, on devrait bien sûr commencer par des projets porteurs de croissance. La caisse pourrait être opérationnelle vraiment quand... quels sont les préalables pour que cette caisse entre en action? Du moment que les textes existent, logiquement, c'est juste les moyens à sa disposition. On a convenu avec le ministre des Finances et les responsables de la Caisse nationale de péréquation qu'il fallait d'abord, c'est important, renforcer les capacités des agents et des animateurs de cette caisse. Et de cette manière-là, les choses devraient pouvoir démarrer comme il se doit. Alors, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés justement dans la mise en œuvre de la décentralisation? Vous avez fait une année, vous avez rencontré quels obstacles notamment? Je parlais par exemple de l'obstacle lié au budget. Quand nous prenons les rênes du ministère, nous ne sommes pas budgétisés. Bon, il y a aussi quand même, il faut le dire, un déficit d'appropriation et de compréhension de cette mise en œuvre de la décentralisation dans le chef de certains acteurs qui devaient aider à cela. Quels acteurs? Bon, le dirigeant au niveau du pouvoir central, au niveau de nos provinces. Ou alors votre plaidoyer n'était pas aussi convaincant et c'est ainsi que vous avez été quelque peu marginalisé? Marginalisé non, plaidoyer non convaincant non plus. Mais vous savez que la nature humaine est difficile à accepter tout de suite des réformes et les changements. Parce que, je l'ai dit, transfert des compétences, se séparer de certaines compétences, c'est pas toujours évident tout de suite. Or, c'est important, or, c'est la loi. Il faut que tout le monde s'aligne. Parce que dans notre culture, cette culture à ne pas vouloir respecter le texte. Du moment que les textes sont là, logiquement, tout devrait aller normalement. Simple respect des textes, on dit partage de compétences. La Constitution prévoit quelles sont les compétences nationales, quelles sont les compétences dévolues aux provinces, quelles sont les compétences dévolues aux entités territoriales décentralisées. Tout est clair dans les textes. Je crois que nous devons cultiver cette culture de respect de nos textes. Vous avez dit que vous avez évolué sans budget, mais votre budget était inclus à l'époque dans le budget de ce méga ministère de l'Intérieur et décentralisation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retiré votre part dans ce budget pour vous permettre de fonctionner? Oui, logiquement, ça aurait dû se passer comme cela, mais c'est pas toujours un exercice assez facile du moment que le budget est déjà voté. On dit que c'est pour tel ministère, ce ministère n'existait pas, le ministère revient en cours de budget. C'est un exercice pas facile. Cela m'a été dit par les collègues du budget qui, logiquement, auraient dû s'exercer à cela. Mais comment vous avez fonctionné? Difficilement, on a fonctionné effectivement difficilement, mais il est arrivé de temps en temps que le ministère du budget puisse résoudre des problèmes de manière exceptionnelle, comme on dit. Est-ce que, au niveau du gouvernement, vos collègues ont assimilé cette notion qu'il faut absolument qu'on aille vers la décentralisation pour favoriser le développement économique du pays? Bon, il n'est même pas question d'assimiler la notion. Les textes sont clairs. C'est le constituant qui a décidé de la décentralisation. Des textes existent. Les collègues ne peuvent pas ne pas les comprendre, mais comme on a dit au début, et encore que ce ne sont pas tous les collègues, généralement, c'est vrai, il y a des ministères sectoriels qui doivent aussi concourir à cette mise en œuvre de cette décentralisation. Je crois que ça devrait être compris par tout le monde et c'est un processus, mais il va de soi que les textes sont clairs. Il suffit de respecter les textes et la décentralisation, c'est un mécanisme qui devait aider
au développement de ce pays. Alors justement, quand on parle de cette décentralisation, on parle de la décentralisation financière. Cette décentralisation financière est quasi inexistante. Pour quelle raison? Une fois de plus, bon, je vais peut-être vous agacer ou agacer vos auditeurs en me répétant, en disant, c'est une fois de plus le respect des textes. La nomenclature sur le droit, redevances et taxes de province et entités territoriales décentralisées est claire là-dessus. Cette loi distingue les recettes des provinces et les recettes des entités territoriales décentralisées. Donc les ETD ont des ressources propres au regard de la loi. Il suffit de respecter la loi. Ces recettes serviraient effectivement au développement des entités territoriales décentralisées. Non seulement la loi sur la nomenclature de droits, taxes et recettes des provinces et des ETD, mais aussi la Constitution dit que sur le 40% de retenue à la source de provinces sur les recettes nationales, il y a encore une quotité qui va aux ETD en fonction de leur superficie et de la population de chacune de ces entités territoriales décentralisées. Et au-delà de ça, j'ai cité tout à l'heure la Caisse nationale de péréquation. Donc pour dire que si les textes sont respectés, il y a deux moyens. Mais qui doit respecter ces textes? C'est le ministre des Finances, du Budget, c'est oui. Le Premier ministre. Vous l'avez si bien dit, c'est les recettes viennent par le ministère des Finances. Et le ministère du Budget et recettes, donc c'est deux ministères ensemble. Le budget est élaboré par le ministère du Budget et les recettes viennent par les régies financières. Elles sont connues, donc le ministère des Finances. Alors, ça veut dire que vos collègues ne sont pas conscients de l'impact de la décentralisation sur le développement du pays, parce qu'on peut dire que le développement part de la base. Oui, un développement à la base devrait forcément impacter sur le développement au niveau national. Bon, les collègues, je ne peux pas penser qu'ils le comprennent parfaitement bien, mais je m'imagine qu'il y a près de pesanteurs à leur niveau. C'est au niveau de leur département que je ne maîtrise pas, mais moi je me limite à constater que des textes existent. Si les textes étaient appliqués, on irait de l'avant. Parlant de cette rétrocession, au lieu de la retenue à la source, qui n'est jamais appliquée d'ailleurs, on parle de la rétrocession qui arrive au compte-gouttes dans les différentes provinces. Est-ce que vous comprenez ça? Comment vous expliquez cette façon de faire, puisqu'en fait, c'est le gouvernement central qui bloque le développement des provinces, étant donné que ces rétrocessions arrivent au compte-gouttes? Oui, parlant de rétrocession qui arrive au compte-gouttes, nous le constatons ensemble. Mais je crois que vous dirigeriez cette question plus facilement auprès du collègue de finances qui est en charge des finances et de la rétrocession de ces finances-là. Mais nous constatons ensemble que ces moyens-là ne sont pas là. Or, s'ils ne sont pas là, on ne peut pas espérer qu'il y ait mise en œuvre effective de la décentralisation. Est-ce que vous faites, vous, un plaidoyer auprès de vos collègues, puisque c'est eux qui gèrent les finances, qui gèrent le trésor? Bon, vous savez, un budget, sont les recettes et les dépenses. On fait un budget sur base des recettes. Mais il arrive que, sur papier, les recettes attendues ne sont pas les recettes effectives. Et à ce moment-là, pour pouvoir faire des dépenses, on doit pouvoir tenir compte de tout cela. Bon, il est aussi vrai qu'avec la situation de la guerre que connaît le pays depuis 2 ans, 3 ans, avec l'année électorale, il est bien possible que, au niveau de ces deux ministères, budget et finances, qu'il y ait eu des difficultés quant à répartir les dépenses au regard des recettes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas parler à leur place. Vous approcheriez les deux collègues, ils vous édifieraient et édifieraient mieux vos auditeurs mieux que moi. Alors, sur cette question-là. La retenue à la source des 40% des recettes dues aux provinces, c'est constitutionnel. Aujourd'hui, c'est remplacé par la rétrocession. Vous comprenez cette violation de la loi par le gouvernement central? Bon, monsieur Eric... J'utilise peut-être un terme assez violent, mais... oui, bon, non, les termes de vous, je n'ai pas l'intention de dire comme vous. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la compréhension, vous l'aurez plus aisément avec les acteurs du secteur. Et les acteurs du secteur, c'est le ministre des Finances et le ministre du Budget. Moi, comme ministre de la décentralisation, je constate que les entités territoriales décentralisées n'ont pas de moyens pour leur politique. Et cela freine la mise en œuvre de la décentralisation. Pourquoi ils n'ont pas le moyen? Moi, je dis, c'est le non-respect de textes. Pourquoi les textes ne sont pas respectés? Il faut poser la question aux acteurs qui auraient dû actionner cette retenue à la source ou bien cette rétrocession. Donc, c'est le ministre des Finances
Et c'est le ministre du budget. Donc on peut imaginer par exemple que si les textes ne sont pas respectés, c'est peut-être des contraintes budgétaires. Il se peut que les recettes attendues ne sont pas toujours forcément celles qu'il y a finalement au finish. Et puis d'autres contraintes, j'ai évoqué les contraintes sécuritaires, les contraintes électorales, mais j'estime que les collègues maîtrisent la question mieux que moi et ils sont plus attitrés à le dire. Alors, quelles sont les étapes à franchir pour arriver à cette décentralisation financière finalement ? Nous, les étapes sont fixées par les textes, comme je l'ai dit. On a besoin de moyens et les moyens sont légaux. Il suffit de les respecter et tout irait de soi. Bien sûr, il faut mettre des animateurs, un problème de leadership, des animateurs à même, parce que c'est bien d'avoir un budget, mais il faut encore l'utiliser à bon escient. Ce qui a réussi, c'est la décentralisation administrative, mais la décentralisation financière pose encore problème. Oui, il faut le reconnaître, il y a quand même encore un problème. J'ai le malheur d'être juriste, les textes sont là, il suffit de les respecter, de les appliquer. Et peut-être que je vous proposerai dans l'avenir d'organiser une émission, panel, jeudi économique, où vous avez tous les acteurs en place, ministère du budget, de finances, de la décentralisation et certains autres ministres sectoriels, parce que ces transferts de compétences, la constitution est claire, c'est connu, c'est tel secteur, éducation, administration, santé, agriculture, développement rural. Donc, par exemple, peut-être qu'ensemble, lors d'une émission que vous organiserez spéciale, chacun amènerait une réponse, on se compléterait dans nos réponses, parce que bon, là, je suis tout le temps en train de vous dire, voyez les collègues, et bon, ils auraient été là, peut-être tout de suite, ils donneraient des réponses que je ne sais pas avoir à l'instant. Si les textes sont respectés, la décentralisation financière se fera sans problème et le développement à la base sera observé immédiatement. À mon avis, parce que c'est juste un problème de moyens qui ne sont pas là. Les hommes sont là. Hier, ils n'étaient pas élus. Maintenant, on est en train de les élire. J'imagine que le peuple fait confiance en certaines personnes. C'est pour ça que ces personnes sont élues. On leur fait confiance. Et bon, voilà. Il n'y a pas de raison. Il y a eu ces élections municipales, communales, avec ces conseillers municipaux qui n'ont pas de siège pour se réunir, qui peinent à se réunir parce qu'ils n'ont pas de siège. Tout à fait. C'est encore une fois de plus de budget, des ressources. S'il y avait de moins de ressources, on construirait des sièges pour eux, ou on louerait dans un premier temps avant d'avoir de bâtiments propres. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé vite en besogne avec ces élections ? Parce que sur le plan logistique, on n'est pas prêt. Je continue à insister, à marteler sur les textes. Si les textes sont respectés, ces institutions ne feront pas figure de parents pauvres. On l'a dit tout à l'heure, la Constitution est là depuis 18 ans, 18 février 2006. Et c'est prévu. On ne peut pas dire qu'on est allé vite en besogne, on est même en retard. Bon, c'est à peine maintenant qu'on vient d'organiser ces élections au niveau local. Et encore que, j'espère qu'on va continuer, je le souhaite de tous mes voeux. J'ai hier rencontré le président de la CENI il y a quelques mois qui m'a rassuré que le calendrier tel qu'il l'avait déroulé depuis novembre 2022, il sera respecté dans toutes ces étapes. Donc on espère qu'on aura des élus jusqu'au niveau des secteurs. Les bourgmestres relèvent du ministère de la décentralisation. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pratiquement pas de marge de manœuvre pour fonctionner. Tout est centralisé au niveau, par exemple, du gouvernement provincial. Est-ce que vous avez la possibilité de réguler tout ça ? C'est encore là, bon, vous allez dire que je suis un ministre pleurnichard. Non, pas du tout. C'est pas de pleurnicher, monsieur Eric. J'ai dit encore une fois de plus, ce sont les textes. Tout ce mécanisme est prévu. Comment doivent être payés les bourgmestres, le maire de ville, parce que la commune, la ville, la chefferie, le secteur sont des entités territoriales décentralisées. Et les textes sont clairs une fois de plus. De recettes, il y en a dans ce pays. Nous avons des ressources à tous les niveaux. Et moi, je crois que si cette retenue à la source est faite, les provinces auront de moyens de quoi payer leurs administrés. Est-ce que vous avez trouvé un compromis sur la question de nomination des chefs de secteur ? Ça vous avez quelque peu opposé avec votre collègue de l'Intérieur. Est-ce que vous avez trouvé une solution ? Une fois de plus, les textes. Moi, j'ai nommé les chefs de secteur parce que j'en avais plein pouvoir. Une fois de plus, le texte. La suite, la contradiction, il faut la poser aux collègues de l'Intérieur. Moi, j'ai fait lecture de texte. Mon arrêté est clair et sans équivoque. Maintenant, son exécution sur terrain, c'est autre chose. Ce sont les gouverneurs de province qui doivent aussi respecter le texte. Bon, l'arrêté a été exécuté dans certaines provinces, ça traîne d'être exécuté dans d'autres. Et encore que nous sommes en train d'aller aux élections des chefs de secteur, comme je l'ai dit. C'était juste des nominations transitoires parce que la Constitution
et les lois de la République disent que les chefs de secteur sont élus par les conseillers locaux. Or, le calendrier électoral que j'ai évoqué tout à l'heure prévoit l'élection des conseillers locaux et des chefs de secteur. Vous vous êtes mis d'accord avec votre collègue? Il a compris votre démarche ou vous êtes toujours opposé dans la compréhension des textes? Non, opposé, je ne voudrais pas dire de cette manière-là. Il n'y a jamais eu opposition. Il y a eu juste compréhension des textes. Et moi, je vous dis que moi, j'ai compris les textes et j'ai appliqué les textes. Et si lui n'a pas compris, je ne sais pas, je vous remercie de l'approcher et lui poser la question. Mais moi, je vous dis, moi, j'ai compris les textes et j'ai appliqué le texte. La crise observée entre vous et votre collègue de l'Intérieur, est-ce que ça ne pousse pas à fusionner carrément les deux ministères? Vos attributions se croisent? Oui, les attributions peuvent se croiser. Il ne s'agit pas seulement du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Le gouvernement, c'est un tout. Il y a des questions transversales. Les secteurs se complètent. Mais c'est, une fois de plus, les textes. Et le texte fondamental par rapport au fonctionnement du gouvernement, c'est toujours une ordonnance portant fonctionnement et attribution des ministères. Du moment que ces textes sont clairs, il ne devrait pas y avoir confusion possible. Que le ministère soit fusionné avec un autre ministère. Et même là aussi, ça ne devrait pas être un problème. Parce que ce sont les textes qui clarifient les attributions. Mais je voudrais penser qu'en faisant de la décentralisation un ministère spécifique, un ministère autonome à part entière, c'est aider cette décentralisation. Parce que quand il y a plusieurs secteurs dans un seul ministère, il arrive par moment que l'animateur de ce ministère pense que la priorité, c'est dans tel secteur et non dans un autre. Mais pour ma part, je pense la décentralisation étant une réforme importante qui devrait aider au développement de notre pays, il aurait été bon, comme maintenant là, que ça soit un ministère vraiment spécifique, autonome. Est-ce que la décentralisation, c'est le processus à suivre pour que le Congo soit développé, le Congo 2 345 409 km²? Je le pense. Je pense vraiment qu'il est important que la décentralisation peut aider à cela. La décentralisation rapproche les administrés de l'administration. Le fait qu'il y ait transfert de compétences, le pays est très grand, dimension continentale, vous venez de le dire. Le fait d'avoir des compétences qui quittent le pouvoir central vers les provinces, ça aussi c'est important. On sait avoir des solutions localement aux problèmes locaux. C'est de la somme de ces développements à la base de ces développements locaux, la somme de ces développements que viendra le développement au niveau national. Donc si on respecte les textes, on n'a pas besoin par exemple de PDL 145 territoires. Il y a le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a son programme lié aux priorités, aux besoins de sa province. De la même manière, au niveau des chefferies, ils connaissent les problèmes locaux qui se posent et ils savent faire un budget, un programme par rapport à résoudre leurs problèmes locaux. Et à ce moment-là, à mon avis, des solutions ne viendraient pas de 2000 km de la capitale ou du chef-lieu de la province. La chefferie ou les TD sait résoudre ces problèmes avec des moyens que lui confère le texte au niveau local. Je l'ai souvent dit aussi, le PL2 145, c'est la vision du chef de l'État, c'est un grand projet qu'on salue aujourd'hui. Après plus de 60 ans d'indépendance, on n'a pas vu un si grand projet comme ça au niveau de nos entités territoriales décentralisées, au niveau de nos territoires et partout ailleurs où le projet existe et où il est en train d'être implémenté. Mais, j'ai toujours dit, je l'ai dit la dernière fois quand vous m'avez reçu, je l'aurais dit encore, on ferait davantage si on impliquait directement nos ETD dans ce qu'ils veulent comme projet. Mais au niveau de mon ministère de la décentralisation et au ministère des Affaires sociales et avec le concours du Fonds social de la République, nous sommes sur un autre grand projet qui doivent être implémentés, qui attend juste avoir de moyens pour cela. Le PLDC 1543. Parce que nous avons 1543 entités territoriales décentralisées. Donc le programme de développement communautaire à la base. Qui va démarrer quand? Qui devrait démarrer dès qu'il y a des moyens. Le Fonds social de la République est en train de travailler là-dessus avec le ministère des Affaires sociales et de la décentralisation pour trouver des moyens à cet effet. Avec un budget de combien? C'est en termes de milliards, plusieurs milliers, dizaines de milliards. Au lieu de créer des programmes, pourquoi ne pas appuyer, comme vous avez dit tout à l'heure, les gouvernements provinciaux pour que ces gouvernements appliquent leurs programmes, les chefferies appliquent leurs programmes
ça vous éviterait des programmes qui demanderaient des financements parfois qui n'arrivent pas, des financements extérieurs. Vous avez raison, mais je dois vous assurer que ce programme-là est fait aussi avec ces ETD. Déjà, le dernier atelier que nous avions eu en rapport avec ce programme, des chefs des entités territoriales décentralisées sont venus. On est parti de programmes, de projets qu'eux nous ont ramenés pour faire ce programme-là. C'est fait avec eux. La décentralisation va impacter de manière, on va dire, significative le budget de l'État. Bon, il impactera le budget quand effectivement on prendra en compte. Parce que comme je l'ai dit, les budgets sont les recettes et les dépenses. Et ces recettes-là se collectent au niveau national, au niveau de province et au niveau des ETD. Quand les textes qui nous régissent permettront à ce que les provinces et les ETD puissent avoir les quotités qui leur sont dues, il y a des projets au niveau local qui pourront être développés, des échanges internes entre entités territoriales décentralisées, de productions locales qui peuvent être faites. Et si dans l'entretemps, on améliore les infrastructures de transport et énergétique, il va de soi que cette production locale va impacter le budget national. Imaginez que chaque province a ses spécificités, même ne serait-ce que sur le plan agricole. Mais nous produisons des tonnes et des tonnes de mangue ou de bananes dans plusieurs contrées autour de la ville de Kinshasa. Mais ces productions pourrissent là où elles sont produites, faute d'infrastructures routières qui peuvent les aider à les acheminer ici. Ces productions pourrissent, faute d'infrastructures énergétiques, parce qu'on pouvait transformer localement ces productions-là. Tout ça passe par quoi pour y arriver? On respecte les textes, mais il faut également un programme ou un budget pour appuyer tout ce que vous venez de dire. Non, le budget existe. Parce qu'on élabore les budgets que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Les budgets sont élaborés chaque fois. Mais ce sont les ressources, le moyen. Et ces ressources-là existent aussi parce que les textes sont clairs. Une fois de plus, je vais marteler là-dessus autant que je le peux pour que les auditeurs les comprennent. Ce sont les textes. Si il y a retenu à la source, si les ressources sont rétrocédées aux provinces et aux ETD, il y aura développement à la base. Je rappelle que notre invité, c'est le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, réforme institutionnelle. Il est également ministre intérimaire en charge de l'économie. Monsieur le ministre d'État, rapidement, quelques questions avant de nous séparer. Je vous ai présenté comme ministre intérimaire en charge de l'économie. C'est facile de combiner deux ministères, deux grands ministères, c'est facile? Non, c'est pas facile, c'est pas non plus compliqué. C'est savoir respecter les attributions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis c'est en un temps quand même assez particulier où les gouvernements assurent les affaires courantes. Bon, c'est juste un problème d'organisation, c'est pas si compliqué que ça. Comme ministre de l'économie, vous avez eu des discussions productives avec une délégation importante du CPCE, le cadre permanent de concertation économique. C'était déjà quel sujet? J'ai reçu la délégation de la CPCE il y a 2 semaines de cela, je crois. Nous devions échanger pour que je comprenne que les missions du service, le service assure le dialogue entre l'État et les opérateurs, le secteur privé. Est-ce que vous échangez aussi avec la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, vous échangez avec la FEC? Bon, de manière formelle, nous n'avons pas encore eu des réunions bien élaborées avec la Fédération des entreprises du Congo. Sinon, autour du Premier ministre, il y a eu dernièrement une réunion avec la FEC. Là, c'est vraiment le Premier ministre avec la commission ECOFIN du gouvernement. Une autre réunion restreinte de l'ECOFIN. On a eu encore aussi des échanges avec la FEC autour des huiles, dans la profession huile de palme. Des huiles de palme, oui, parce qu'il y avait quelques soucis
dans ces secteurs-là. Justement, la question de l'huile de palme, les opérateurs du secteur se plaignaient des produits qui viennent perturber le commerce ici sur place. Vous avez trouvé une solution à cette question? Tout à fait. C'était effectivement l'objet de notre réunion avec le professionnel de ces secteurs-là et le gouvernement au travers de mon ministère de l'Agriculture, ministère du Commerce extérieur. Nous sommes tout à fait d'accord avec la FEC et la profession des huiles dans le secteur des huiles en disant que nous devons encourager la production locale. Il n'est pas normal que les huiles nous viennent de l'extérieur pendant que nous savons le produire, pendant que nous le produisons nous-mêmes chez nous. Le gouvernement doit l'accompagner et cela a été ainsi décidé. Et vous avez, lors de la 127e réunion du Conseil des ministres, informé des améliorations apportées à la structure des prix des produits pétroliers et à la rationalisation de la subvention pétrolière de l'État. Alors, quelles sont ces améliorations dont vous avez parlé au Conseil des ministres? Bon, les améliorations évoluent. La structure de prix évolue au regard de plusieurs paramètres. Et ces paramètres aussi évoluent en fonction des circonstances. Mais le principe est qu'il faut améliorer la structure de prix pour savoir comment contenir les capacités du gouvernement à faire face à la subvention. Alors il faut pouvoir payer ces manques à gagner par le trésor public. Ça a été payé? Oui, ça se paye progressivement. On a mis en place des mécanismes pour prendre en charge ces manques à gagner-là. Cette politique de subvention va continuer jusqu'à quand? Va demeurer éternellement? Non, je ne dirais pas éternellement, c'est conjoncturel, c'est ponctuel, c'est jusqu'à ce que l'État trouve des moyens pour pouvoir résorber totalement ce manque à gagner. On parle aussi des prix des produits de première nécessité qui augmentent chaque jour avec la fluctuation du taux de change. Est-ce que vous avez la possibilité de contrôler les prix sur le marché? Oui, ça rentre dans les missions du ministère de l'économie et la meilleure manière de le faire, c'est la production locale. Et le gouvernement s'y emploie de mettre en place deux mécanismes pour encourager la production locale. Nous avons commencé avec le secteur de l'agriculture, où nous voudrons encourager une production locale. À l'époque, on avait parlé de problème de chinchard qui était importé de Namibie. On a abandonné cet achat de quotas de pêche. Les quotas devraient être livrés parce qu'on ne devrait pas abandonner parce que l'argent a été payé par le trésor public. C'était ponctuel. C'est vrai que ça devait aider à baisser les prix momentanément. Mais le gouvernement, vous devrez l'avoir appris, il y a quelques semaines où le ministre de la Pêche nous a annoncé qu'ici le mois de mai, le mois de juin, nous allons acquérir des bateaux de pêche. 8 bateaux de pêche. Oui, voilà. Donc vous êtes bien informés. Voilà que c'est ça ce que j'appelle la production locale. Et le ministère, maintenant, à son niveau, se doit d'envoyer, nous avons commencé cela, envoyer des missions de contrôle maintenant, parce qu'il y a aussi des opérateurs heureux qui ne respectent pas aussi les textes. Alors, monsieur le ministre, vous êtes aussi politique. Vous n'avez pas été élu député national. Déçu? Oui, quand même. Quand on est candidat et qu'on se déploie et qu'il y a des électeurs qui vous font confiance, mais qu'au finish, au regard de la loi ou au regard d'autres candidats, vous n'êtes pas élu, il y a de quoi être déçu. Mais c'est la règle du jeu, ce sont les élections. Vous êtes aujourd'hui candidat sénateur? Oui, je suis candidat sénateur à la province du Sud Kivu, tout à fait. Vous n'espérez plus revenir au gouvernement? Bon, ça c'est l'avenir. L'avenir ne m'appartient pas, l'avenir appartient à Dieu, sinon que je reste politique et avocat. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du président de la République que je remercie et félicite en passant d'avoir nommé une première ministre, une femme intelligente, je la connais parce que nous sommes ensemble au gouvernement. Félicitations Madame la Première ministre, c'est un choix judicieux. Elle aura les coups des franches pour faire face aux défis que connaît le Congo? Je ne doute pas, c'est une femme pétrie d'expérience et de savoir-faire. Je l'ai vue à l'œuvre au ministère du Plan, je l'ai vue à l'œuvre à la présidente de la République et je crois à son savoir-faire. Je rappelle que notre invité, c'était le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, réforme institutionnelle et aujourd'hui ministre intérimaire de l'économie nationale. Alors peut-être juste une question, une seconde. Quand on parle réforme institutionnelle, ça veut dire quoi? C'est suivre ces différentes réformes. Réformes multisectorielles dans tous les domaines. Et même la décentralisation en elle-même.
C'est une réforme. Nous en sommes à la réforme budgétaire. Nous devons passer du budget de moyens vers le budget programme. C'est une réforme. Aux affaires foncières, on est en train de numériser le cadastre foncier. Ça sont des réformes. Et mon ministère a mission de suivre, de s'assurer que toutes ces réformes sont effectives et sont mises en place. Monsieur Eustache Mondi, je vous dis merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, monsieur Eric. C'est l'occasion, une fois de plus, de remercier les auditeurs de Top Congo qui nous suivent. Et je salue en passant les auditeurs aussi de Radio Enyanya FM 98.2 Amiti à Kabare. Dans le sud Kivu. Voilà. Merci à Miguel Bena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Je dis économie avec Eric Ambagou. À très bientôt.